Pour le métier, l'école et le PS, je vote SNEP, je clique FSU. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le Live Corpo. Ce live s'adresse à ceux, à celles qui souhaitent muter cette année ou dans les années à venir afin de mieux comprendre un système qui se complexifie de plus en plus. Un fonctionnaire d'État recruté par un concours national est astreint à servir l'intérêt général et à couvrir les besoins sur l'ensemble du territoire national. Pour autant, cela ne doit pas rimer avec une quelconque assignation à résidence. Le droit de muter doit être garanti pour chaque agent. Le SNEP-FSU, en présence de responsables nationaux et académiques, se propose ce soir de présenter le rôle des élus du personnel, d'expliquer les principales règles de fonctionnement du mouvement et son évolution de ces dernières années, de mettre en lumière les pistes d'amélioration portées par le SNEP et par la FSU, et de décrypter ces éléments pour vous permettre de mieux comprendre le mouvement actuel. Donc, au cours de ce live, vous allez pouvoir poser vos questions. Dominique les relaiera au fur et à mesure. Et donc, pour le SNEP, il est là pour aider et accompagner les élèves, les collègues partout sur le territoire. Les militants et les élus du SNEP-FSU sont à vos côtés dans le cadre des stages mutation qui se sont peut-être déjà déroulés dans vos académies, dans vos départements. Il y a également des permanences téléphoniques. Et donc, vous pouvez aussi trouver toutes les publications sur le mouvement, donc de la FSU et du SNEP. Les outils sur le site également, comme le calculateur de barème, pour permettre de réaliser au mieux vos demandes. Donc, avec nous ce soir pour parler des mutations, nous avons Polo Lemonnier, secrétaire national et commissaire paritaire national responsable du secteur mutation, et Alain Bidy, commissaire paritaire académique et national et secrétaire académique de l'Académie de Rennes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire, Polo et Alain, en tant qu'élus des personnels, votre rôle dans les instances paritaires? Polo ? Oui, merci Mélanie. Alors, avant de commencer, puisqu'on parle du rôle des élus paritaires, tout le monde aura bien noté que du 1er au 8 décembre va se dérouler un moment important du dialogue social et de la démocratie sociale, c'est la question des élections professionnelles. Et c'est à cette occasion, malgré le contexte est perturbé et modifié depuis la loi de transformation fonction publique, l'occasion de renforcer et donner de plus en plus de place aux élus du SNEP et de la FSU. Donc, eh bien, on vous appelle à nous renouveler votre confiance, certains de l'expertise que nous portons et qui est reconnue partout et par tous, pour tous. Et donc, dès le 1er décembre, n'hésitez pas à voter SNEP et FSU. Donc, pour répondre à ta question, Mélanie, je le disais juste avant, le rôle des élus a été profondément modifié et perturbé par le passage de la loi dite de transformation de la fonction publique en 2019. Auparavant, on avait certains rôles que nous n'avons plus. Maintenant, la question, c'est que tous les actes de gestion des personnels sont laissés à la mainmise de l'administration sans que le regard et le contrôle des élus ne puissent s'opérer en dehors de certaines possibilités comme l'accompagnement pour contester, la contestation ou pour effectuer un recours. Donc, Alain, maintenant, est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer comment ça se passait avant? Effectivement, comme le disait Polo, la loi de transformation de la fonction publique a grandement changé les choses. Avant, tous les actes de gestion des collègues, que ce soit mutation ou carrière, étaient contrôlés par les élus en instance paritaire où on pouvait du coup corriger des erreurs et faire respecter l'équité et l'égalité entre les collègues, puisqu'on pouvait intervenir notamment sur les dossiers que les collègues nous donnaient à défendre. Donc, c'est pour ça que nous défendons l'idée d'instance paritaire et que nous défendons aussi en FSU l'abrogation de la loi de la transformation de la fonction publique de 2019, qui a donc mis un terme à ces actes, à ce contrôle des actes de gestion. Donc, Polo, est-ce que maintenant tu pourrais nous parler de la revendication du droit à muter pour toutes et tous, s'il te plaît? Tout à fait. Le SNEP et la FSU, on a un mandat, c'est comme tu le disais dans la présentation,
on ne peut pas, on est conscient, on est fonctionnaire recruté par concours et donc on accepte d'être affecté là où le service public a besoin de nous. Mais néanmoins, ça ne doit pas obérer une quelconque mobilité pour revenir là où on a ses attaches. Et c'est pour ça que la FSU et le SNEP défendons le droit à mobilité pour tous dans des délais raisonnables. Alors, pour que cette question et cette perspective se réalisent, il y a déjà un premier sujet important, c'est la question de l'emploi et des recrutements. Nous n'avons de cesse de le dire, c'est que sans recrutement au concours, sans une augmentation des recrutements au concours, les possibilités de mutation sont amoindries, car les recrutements au concours servent à réaliser les calibrages en académie, c'est-à-dire les rentrants souhaités par les recteurs en académie dans le cadre du mouvement national à la gestion des concentrés. Alors, ces recrutements sont importants, je le disais, et d'autant plus que la situation de l'emploi se dégrade à l'heure actuelle en éducation physique, malheureusement comme dans toutes les autres disciplines, puisque le ministre Blanquer précédent a imposé le retour à 2 HSA obligatoires imposables pour chaque collègue, ce qui bien évidemment impacte les recrutements. Quand on ajoute 2 heures à chaque collègue sur un potentiel de 30 000 collègues, on voit bien ce que ça peut donner. C'est également, et ça aussi c'est un effet de la loi de la transformation fonction publique, c'est le recours accru au personnel contractuel qui, bien évidemment aussi, du coup, font en sorte qu'on a besoin de moins de personnel pour assurer les missions et les obligations du service public. Et puis, il y a un dernier élément qui est apparu l'année dernière, notamment avec la réforme de la formation des enseignants, c'est l'entrée dans le métier scandaleuse qu'a imposé le précédent ministre, mais reconduit par le ministre Pape-Ndiaye, c'est le service des stagiaires sur un temps plein sur toute l'année, ce qui, là aussi, a des effets. Pour préciser un petit peu la question du lien entre emploi, recrutement et mutation, on a un exemple pas si loin dans le passé, c'est en 2015 où nous avions obtenu le recrutement d'un double concours et les effets ont été immédiats, c'est-à-dire qu'on a pu voir les barres interacadémiques des académies baisser de façon très sensible. Voilà pour ce qui est la question lien emploi et premier élément pour garantir le droit à mobilité pour tous et toutes. Ok, merci Polo. Mais il faut des pistes pour pouvoir muter. Donc, Alain, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret dans l'Académie de Rennes? On sait que c'est une académie dont les barres sont toujours assez élevées. Oui, effectivement, les barres sont élevées. Et l'an dernier, donc, on a battu des records puisque la barre a monté jusqu'à 1349,2. C'est le résultat d'une décision politique du recteur. Polo en a parlé, le calibrage et le nombre d'emplois. Le recteur de Rennes a volontairement minoré le calibrage d'enseignants nécessaires pour couvrir les besoins en poste sur les postes vacants qu'il y avait l'an dernier, puisqu'il y avait 57 postes vacants pour le mouvement l'an dernier. Le recteur a décidé de ne faire rentrer que 17 collègues, ce qui fait qu'effectivement, il l'a fait, et il nous l'a expliqué d'ailleurs après, il l'a fait en estimant que le nombre de contractuels en EPS dans l'Académie de Rennes était suffisant pour couvrir justement les besoins. Donc, c'est ce qu'expliquait Polo, le recours à la contractualisation dans le cadre de la loi de transformation publique trouve pleinement son effet dans ce mouvement de l'an dernier dans l'Académie de Rennes, ce qui fait que donc en ne faisant rentrer que très peu de collègues, évidemment, mécaniquement, la barre du dernier entrant s'est envolée pour rendre quasiment inaccessible notre académie. Les effets induits, ils ont été assez évidents et rapides à la rentrée. On les avait prédits, malheureusement. Effectivement, dans notre académie, il y a une recrudescence et une montée du recrutement des contractuels, des néo-contractuels. En EPS, nous sommes la première discipline dans l'Académie de Rennes à avoir eu recours aux néo-contractuels pour un nombre total de 120 maintenant. On a 120 contractuels qui donc occupent des postes et des emplois. Et puis l'autre effet induit, évidemment, ça a été la baisse du nombre de TZR, de remplaçants,
puisque sur les 40 postes et les 40 collègues manquants à l'appel de l'Inter, effectivement, il y a des TZR qui ont pu se stabiliser. Donc ça, c'est un effet plutôt bénéfique. Mais malheureusement, ils n'ont pas été remplacés en nombre et donc les capacités de remplacement dans l'académie de Rennes ont été fortement diminuées pour arriver à des zones, 6 zones en tension sur 8 dans l'académie de Rennes, et avec des zones où, dès le 1er septembre, il n'y a plus d'enseignants pour assurer le remplacement et la continuité des services publics dans l'académie. Voilà, donc c'est une décision politique qui entraîne un effet mécanique et technique, qui fait que notre académie est de moins en moins accessible. Et pour reprendre l'exemple de Polo, en 2015, l'année du double concours, eh bien, la barre, effectivement, dans notre académie aussi, avait diminué. Donc, voilà, il faudrait que cette année, le recteur recrute et fasse rentrer plus de monde à l'Inter, de façon à ce que cette barre redevienne, entre guillemets, raisonnable. Ok, merci Alain et merci Polo. Donc, on a bien compris que les postes, c'était fondamental pour permettre le mouvement, mais est-ce que c'est le seul problème par rapport à la problématique des mutations, Polo? Eh bien non, ce n'est pas la seule problématique, c'est une problématique essentielle, hein, la question du recrutement et des postes pour permettre la mobilité d'un plus grand nombre. Mais il y a un système qui est à l'heure actuelle scandaleux, que nous subissons depuis 1999 et que nous dénonçons depuis 1999, sa mise en place par le ministre Allègre. C'est le mouvement que nous subissons à l'heure actuelle, c'est le mouvement national à gestion déconcentrée en 2 temps, qui génère de façon tout à fait scandaleuse des mutations, le fait de faire une mutation, une demande de mutation en aveugle. C'est-à-dire qu'on est assuré ou pas de franchir une barre interacadémique pour entrer dans l'académie que je souhaite, mais après, rien n'est garanti sur le fait que je puisse accéder à un poste qui soit proche de là où je souhaite arriver in fine. Et donc, on voit bien les effets. Il y a déjà une baisse, a entraîné déjà une baisse de nombre de demandeurs, puisqu'avant, il y avait beaucoup plus de demandeurs de mutation, puisqu'on pouvait jouer, avant 99, on pouvait jouer sur un mouvement poste à poste, c'est-à-dire que si j'étais titulaire à Paris et que je souhaitais rejoindre l'académie de Toulouse et précisément, je ne sais pas, le Castelnaudary, le collège de Castelnaudary, eh bien, je pouvais l'avoir ou ne pas l'avoir. Et donc, maintenant, je peux rentrer dans l'académie de Toulouse et me retrouver au fin fond de l'Ariège en extension, puisque pas de poste vacant, pas suffisamment de postes vacants sur la zone où je souhaitais être. Donc ça, c'est un vrai sujet et pour lequel on continue de se battre pieds à pied toutes les années avec nos camarades de la FSU pour exiger que nous revenions à la situation d'avant 1999 qui permette aux collègues d'organiser clairement leur choix de mutation, c'est-à-dire qu'ils pouvaient demander un poste ou pouvaient demander une zone plus large, mais c'est eux qui faisaient ce choix et qui, du coup, étaient satisfaits ou non sur ce choix. Et ça aurait un deuxième effet également, c'est de permettre aussi, alors ça augmente la fluidité puisque tout le monde pourrait plus participer, hein, et d'autre part, il y aura un effet aussi important, c'est que ça permettrait aussi, s'il y avait des postes de recruter, des recrutements comme on le souhaite en parallèle, on pourrait couvrir des postes qui s'avèrent souvent restant vacants à la fin du mouvement intra. Voilà. Ok, merci Polo. Mais du coup, en attendant le retour à un mouvement national en un seul temps, comment le mouvement actuel fonctionne? Alain, tu peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, le mouvement maintenant est national à gestion déconcentrée, donc il se déroule en 2 temps. Un premier temps interacadémique, dont la période de saisie de vœux vient de commencer au 16 novembre et se terminera au 7 décembre. Et ce mouvement aboutira à l'affectation des collègues en académie au 7 mars. Et puis un deuxième temps, le mouvement intra-académique qui sera géré dans les académies et qui aboutira, lui, au mois de juin ou juillet, à l'affectation des collègues sur un poste fixe ou sur un poste en titulaire zone de remplacement. Le mouvement inter actuellement comporte concomitamment au mouvement interacadémique 2 mouvements spécifiques. Le mouvement sur postes spécifiques nationaux et le mouvement sur postes à profil. Expérimentation qui a été initiée l'an dernier et qui a été reconduite cette année.
Donc, les postes spécifiques nationaux, ils sont de plusieurs ordres. En EPS, il y a les postes dispositifs sportifs conventionnés, il y a les sections internationales, les postes sur langue régionale et les postes aussi sur section théâtre ou cinéma où on retrouve des postes à profil danse. Donc, on a aussi le deuxième mouvement spécifique, le mouvement poste à profil, qui lui répond à des compétences supposées justement spécifiques contre lesquelles on se bat, puisque c'est autant de postes qui sont soustraits au mouvement inter qui lui est assujetti au barème et qui est traité de façon beaucoup plus transparente. Le mouvement inter, justement, est encadré par des priorités légales et donc par un barème qui permet d'objectiver et de traiter les collègues de façon plus équitable que ne sont les mouvements spécifiques et nationaux et le mouvement POP, qui, eux, sont deux mouvements complètement hors barème. Donc, les priorités légales du mouvement inter sont contenues donc une prise en compte du rapprochement de conjoints de l'agent ou des partenaires dans le cadre d'un PACS. Il y a la prise en compte du handicap. On pourra revenir après sur ces questions-là avec Dominique. La prise en compte du centre d'intérêt matériel et moraux sur toutes les demandes en DOM. Et puis, il y a aussi tout ce qui traite de l'éducation prioritaire avec des bonifications afférentes en REP, REP+, et politique de la ville. Et s'ajoute à cela donc les demandes à caractère répété qui sont recouvertes par le vœu préférentiel pour lequel le SNEP et la FSU se sont battus, puisqu'il existait, il avait été abandonné, et donc, sous l'impulsion du SNEP et de la FSU, il a été réintégré dans les priorités. Sont concernés par ces priorités aussi l'expérience et le parcours professionnel des collègues, l'ancienneté de poste, l'ancienneté de service, et puis enfin, la situation des stagiaires ex-contractuels. Donc, ces priorités légales se traduisent dans un barème qui, lui, donc, est un outil légal lui aussi, même s'il est à titre indicatif, il est légal depuis 2016. Et donc, il permet de traiter les collègues de façon équitable et de façon la plus transparente possible. Donc, c'est bien un mouvement en deux temps, comme l'a dit Polo, à l'aveugle. D'abord, on obtient ou une académie ou un poste spécifique national et un poste POP. Il faut savoir que ces trois mouvements concomitants, il y a quand même un ordre de traitement, c'est-à-dire que les collègues sont d'abord traités sur spécifiques nationaux, puis sur POP, puis mouvement inter après. Et puis un deuxième temps qui sera décliné en deux temps, lui, l'intra, avec une affectation au mi-juin sur poste vacant ou sur poste TZR. Et puis pour les collègues qui recevront une affectation TZR, eh bien, ils participeront à la phase d'ajustement début juillet dans l'académie qu'ils auront obtenue à l'Inter. Ok, merci Alain. Mais du coup, enfin, j'imagine bien que toute l'activité que déploient les commissaires paritaires et les élus des personnels dans les instances vous ont permis d'obtenir des choses, des revendications que vous portez depuis longtemps, hein, en plus de ce mouvement en un seul temps. Et peut-être qu'il y a encore des choses à obtenir. Est-ce que, Polo, tu peux nous repréciser tout ça, s'il te plaît? Oui, alors, le SNEP et la FSU ont obtenu quelque chose d'important en 2018, c'est la question du rééquilibrage du barème. Car jusqu'en 2018, suite à l'augmentation des bonifications pour les priorités légales, les collègues sans priorité légale se retrouvaient exclus de toute possibilité de mutation. On avait notamment, on a un exemple très clair, un collègue de la région parisienne qui souhaitait retourner sur Bordeaux et qui, la barre de Bordeaux étant à plus de 900 points, n'ayant aucune priorité légale, voyait au fur et à mesure sa perspective de pouvoir rentrer dans cette académie reculer. Et pour rien cacher, si nous n'avions pas obtenu ce rééquilibrage, c'est-à-dire le doublement de l'ancienneté de poste et de la bonification pour stabilité poste de 4 ans, ce collègue ne serait jamais rentré. Suite à la victoire que nous avons obtenue, pas complète, puisque pour rappel, nous avions, porté à la FSU 30 points par an de stabilité poste et une bonification de 100 points tous les 4 ans.
ce que les autres organisations syndicales concurrentes n'ont pas souhaité nous suivre, estimant que ces bonifications pour stabilité poste étaient trop importantes. Donc voilà un exemple concret de l'activité qu'on peut mener, et à force de répéter et de faire entendre qu'il n'était pas possible que les priorités légales deviennent des priorités absolues et que la perspective du droit à muter devait être offerte à tout le monde, nous avons pu recouvrir une égalité, enfin une réduction des différentiels entre bénéficiaires d'une obligation, d'une situation en priorité légale et les autres. C'est aussi, alors, et malheureusement, alors on l'a dit, Alain l'a dit, on a réussi à maintenir le vœu préférentiel, mais nous continuons d'agir en direction du ministère pour qu'on supprime le plafonnement de ce vœu préférentiel qui est plafonné à 100 points à l'heure actuelle, alors qu'avant, on pouvait faire 20 demandes de vœux préférentiels, sachant que dès la deuxième année, on pouvait bénéficier de 20 points de bonification et on cumulait 20 points à chaque fois. Donc maintenant, c'est limité à 100 points et pour nous, c'est contradictoire avec ce que ce vœu représente, c'est-à-dire une priorité puisque c'est une demande répétée de l'agent. Nous n'avons malheureusement pas obtenu gain de cause non plus, malgré nos incessantes interventions sur la question des bonifications pour les TZR qui exercent. C'est difficile d'arriver et d'exercer en tant que TZR et on le sait bien. Nous avons aussi condamné et dénoncé fortement la suppression de la bonification pour les sportifs de haut niveau, bonification qui au total rapportait 200 points pour des collègues qui sont sportifs de haut niveau, inscrits sur les listes nationales conjointes ministère de l'Éducation nationale et des Sports. Et pour nous, et c'est ce que nous avons dit à l'administration, c'est un très mauvais signal adressé aux sportifs de haut niveau engagés pour représenter la France à 2 ans des Jeux olympiques et paralympiques. C'était un mauvais signal. Tout comme nous avons dénoncé la suppression l'an dernier de la bonification que nous avions obtenue pour les parents isolés, c'est-à-dire bien souvent les mamans, les mères isolées qui pouvaient demander et bénéficier d'une bonification pour se rapprocher de la famille, pour élever l'enfant dont elles ont seules la charge. Voilà, on agit en permanence pour faire avancer le droit des collègues, pour que chacun soit traité de façon juste et équitable, et tout ça dans l'intérêt général. Alors, merci à tous les deux pour cette première présentation. On va passer peut-être, Dominique, à des questions de collègues éventuellement qui ont été posées. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées, soit ouvertes, soit privées. Donc, je vais essayer de faire une petite sélection. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stagiaires qui s'inquiètent un petit peu pour leur avenir et qui ont posé plusieurs questions assez légitimes. La première, c'est sur le fait de garder ces points entre l'inter et l'intra. Est-ce qu'on garde nos points quand on passe d'un mouvement inter à un mouvement intra? Alors, je ne sais pas si c'est Alain ou Polo qui veut répondre. Allez, je peux lancer. Alors, il y a 2 choses, c'est qu'effectivement, il y a une note de service tous les ans qui reprend les éléments de barème pour la phase inter. Et puis, ça, c'est pour la gestion de la phase interacadémique. Ensuite, chaque académie, sur la base des éléments de barème de la circulaire nationale pour l'inter, établissent un barème pour l'intra. Et donc, bien souvent, une partie des bonifications ou des points dont je dispose à l'inter sont repris à l'intra. Voilà. Après, avec quelques modifications, mais en général, on conserve à l'intra ce qu'on a. Si j'étais en rapprochement de conjoint à l'inter, je suis toujours bonifié au titre du rapprochement de conjoint sur la phase intra. Une autre question aussi qui doit concerner certainement un stagiaire, comment est-ce que ça fonctionne avec les académies qui ont le minimum de points? C'est-à-dire qu'on voit certaines académies qui apparaissent avec 14 points, par exemple. Est-ce que ça signifie que si je la demande, je suis sûr de l'avoir, ou est-ce que éventuellement ça peut changer? Alors, effectivement, le plus faible barème pour c'est ceux qui ne disposent de rien, c'est-à-dire un stagiaire qui n'a pas d'ancienneté de poste puisque l'année de stage ne permet pas de bénéficier d'une année de stage, de stabilité poste, pardon. Et donc, il bénéficie de 14 points pour le mouvement inter, sauf s'il décide de jouer sa bonification de 10 points stagiaire pour pouvoir accéder, y compris pour s'assurer de rentrer dans une académie. Alors, on va prendre l'exemple. Les académies Créteil et Versailles sont dites les moins attractives, c'est-à-dire que, j'en suis désolé pour Mélanie, qui est de Versailles, mais
C'est celle qui appelle le moins de collègues à y venir. Et pourtant, il y a besoin de beaucoup de personnel puisque ce sont des grosses académies. Donc, on arrive avec 14 points dans cette académie. Par contre, il se peut, et ça peut être intéressant de jouer ces 10 points de stagiaires pour s'assurer de rentrer, par exemple, à Versailles plutôt qu'à Créteil. Voilà, ou l'un ou l'autre, par exemple, parce que il est arrivé, notamment encore l'an dernier, que des collègues ayant demandé une affectation dans l'une des deux académies, par exemple, ne soient pas retenus à égalité de barème, puisqu'il y a y compris, voilà, donc on a tout intérêt à jouer sa bonif si on veut jouer, si on veut rentrer là où on veut, avec des académies à faible barème. Alors, on a commencé la phase des questions et il y en a beaucoup qui se posent en même temps que vous parlez. Donc, je vous préviens tout de suite, il y en a un petit paquet qui se rajoute. Je vais essayer d'en grouper plusieurs pour que vous puissiez répondre à plusieurs questions simultanément. Comment ça se passe sur une mutation simultanée? Est-ce que je peux demander une mutation simultanée avec, si je suis stagiaire avec un autre stagiaire, si je suis prof titulaire avec un autre prof titulaire? Est-ce que c'est possible dans une autre discipline? Est-ce que c'est possible avec éventuellement un prof des écoles ou d'autres statuts? Tu y vas, Alain ou... Ouais, je peux, ouais. Juste avant, un petit complément par rapport à ce qu'a dit Polo, puis une illustration de ce qu'est le mouvement en 2 temps, c'est sur les 10 points stagiaires, sur la conservation des 10 points ou non. Donc, les 10 points stagiaires sont bien jouables une fois sur la période des 3 ans qui s'ouvre. Et quand le mot jouer est un peu impropre, mais quand les collègues décident de jouer ces 10 points, c'est à l'inter et à l'intra, de la même année. Ça, c'est une obligation. Et cette disposition, qui est une disposition légale au niveau de la note de service, chaque recteur en fait un petit peu justement ce qu'il veut. C'est-à-dire que certains gardent cette bonification sur le premier vœu, d'autres sur le vœu du choix du collègue, d'autres sur le premier vœu large. Voilà, on est en train, nous, on a fait le recensement et on pourra sans doute le transmettre à nos jeunes collègues syndiqués, mais transmettre ce que font les ACAD de ces 10 points. Voilà. Pour revenir aux mutations simultanées, elles sont de 2 ordres. Elles sont soit entre conjoints, soit entre non-conjoints. Donc, entre conjoints, elles ouvrent le droit à une bonification de 80 points, si tant est que les 2 collègues demandent exactement les mêmes vœux dans le même ordre. Et elles assurent aux 2 collègues d'obtenir la même académie et puis au moment de l'intra, le même département. Et puis, la mutation simultanée entre 2 collègues non conjoints, qui peuvent être de la même discipline ou de 2 disciplines différentes, qui, elles, n'ouvrent pas le droit à bonification, mais qui assurent de la même façon l'obtention de la même académie et du même département aux 2 collègues qui feraient une mutation simultanée sans être conjoints. Voilà. Et les mutations simultanées sont possibles entre 2 titulaires ou entre 2 stagiaires. Il y a quelques cas où on peut panacher un titulaire et un stagiaire, notamment quand le stagiaire est ex-titulaire de la fonction publique ou quand il est assuré de rester ou d'obtenir l'académie. Merci Alain. Il y a plusieurs questions qui se rapprochent surtout sur la mécanique du mouvement. Notamment des collègues qui disent « Je vois qu'il y a une académie qui a une barre qui me paraît élevée. Concrètement, j'ai très peu de chances de l'avoir parce que je sais que je vais avoir un barème qui sera assez faible. Est-ce que je dois demander malgré tout cette académie? Et si oui, est-ce que je demande que celle-là? Est-ce que j'en demande d'autres? Comment ça marche concrètement pour faire ces vœux? Je me permets, Alain. La question, c'est que déjà, il y a des participants obligatoires au mouvement. Donc, il y en a qui ne peuvent pas se poser la question, c'est qu'ils doivent obtenir une mutation, une première affectation. C'est notamment le cas de nos collègues stagiaires qui doivent obtenir une mutation pour être titulaires. Ensuite, comment dirais-je, la mécanique, elle est assez simple, quoi. C'est si je souhaite vraiment une académie, que je n'ai pas de priorité légale, que je n'ai pas de conjoint. Si je souhaite m'engager dans une démarche et en espérant un jour rentrer sur cette académie, j'ai intérêt à faire la demande, même si je suis assuré de ne pas y rentrer, ce qui permet de déclencher le vœu préférentiel. Quand on est en vœu préférentiel, il faut formuler la demande chaque année. S'il y a une interruption de la demande, le vœu préférentiel et les demandes cumulées s'annulent. Donc ça, c'est un enjeu important pour ceux qui souhaiteraient, qui n'auraient pas de priorité légale, rentrer dans l'académie qu'ils souhaitent. Voilà.
une petite question qui se rapproche de ça. Est-ce que vous pouvez réexpliquer rapidement comment ça fonctionne entre les vœux préférentiels et le rapprochement de conjoints? Est-ce que les deux sont possibles ou pas? Non, non. Alors, le vœu préférentiel est exclusif de tout, c'est-à-dire c'est une bonification qui est raccrochée à des collègues qui n'ont pas de priorité légale. Donc, on ne peut pas cumuler du vœu préférentiel et du rapprochement de conjoint. Il faut, voilà, si je suis en rapprochement de conjoint, je bénéficie d'autres bonifications que celles du vœu préférentiel. Ce n'est pas compatible. Voilà. Après, pour compléter la réponse, Dom, à la question initiale, puisqu'on était en stage à Rennes ce matin, donc c'est le genre de questions qu'on a eues. C'est compliqué parce qu'évidemment, les barres ne valent ce qu'elles valent et c'est les barres de l'an dernier, donc il faut être très prudent avec les barres, même s'il y a des grandes tendances. Et puis après, il y a un principe d'envie, un principe de réalité. Quelqu'un qui viserait un vœu préférentiel sur Rennes, par exemple, je prends l'exemple d'un stagiaire, puisque peut-être que c'est beaucoup de stagiaires qui sont présents là. Pour l'année prochaine, s'il choisit de jouer ses 10 points pour augmenter ses chances de mutation, il n'y a pas grand intérêt à mettre Rennes en premier avec 10 points pour arriver à 24 points 1 sur Rennes, quoi. Par contre, il y a sans doute de l'intérêt sur les académies plus atteignables et moins demandées à jouer les 10 points sur des académies qui seraient à 24 points ou à 14 points, quoi. Voilà, en fonction de la situation de chaque collègue, il y a des grands principes à respecter et puis des choses à mesurer et des choix réalistes à faire, quoi. Pour finir sur les barèmes, si je suis un ancien contractuel, je dois avoir normalement un bonus de 150 points, si je ne dis pas de bêtises, mais sur SIAM, ça n'apparaît pas. On ne peut pas spécifier sa condition d'ancien contractuel. Comment est-ce que je peux être sûr que mes points seront comptabilisés dans mes vœux? Alors, je réponds. Oui. Allez, j'y vais. La saisie des vœux, c'est une première phase, parce qu'on l'a expliqué. Maintenant, tout est dématérialisé, donc on saisit des vœux sur SIAM. Et ensuite, à la clôture de la période de saisie des vœux, nous téléchargeons, le demandeur télécharge sa confirmation de demande qu'il remplit et qu'il renseigne et qu'il déposera sur l'application Colibri avec l'ensemble des pièces justificatives qui lui permettent de faire valoir telle ou telle bonification, alors que ce soit pour un ex-contractuel, ses états de service, ses arrêtés. Et donc, à partir de là, il pourra demander, il demandera, il notera en rouge prise en compte des services de contractuels. Et l'administration doit normalement traiter le dossier et donc lui attribuer. Alors, ce n'est pas que 150 points, puisqu'il y a trois niveaux, hein, en fonction de l'échelon dont on dispose au 1er septembre de la rentrée passée, donc 1er septembre 2022. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont vraiment des questions très personnelles et j'invite les collègues à écrire sur l'adresse corpo, donc c'est mutation@snepfsu.net. Voilà, pour présenter leur situation, qui sont souvent des situations très personnelles que je ne vais pas dévoiler ici, mais voilà, Polo notamment répond au mail, il fait ça à longueur de journée en ce moment, donc voilà, il pourra le faire et vous aurez une réponse qui sera personnalisée pour le coup, où vous pourrez rentrer dans les détails. J'ai quand même plusieurs questions qui sont plus générales, notamment sur qu'on s'appelle le CIMM, donc le Centre des intérêts matériels et moraux. Ça concerne les collègues qui sont originaires souvent des dom-tom. Donc, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment ça fonctionne, à partir de quand on y a droit, et voilà, est-ce que je peux les utiliser uniquement sur le premier vœu, ou est-ce que si, par exemple, voilà, les collègues de Guadeloupe ou de Martinique, est-ce qu'ils peuvent mettre vœu 1, vœu 2? Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ouais. Alors, c'est un sujet, je me permets, parce que, alors, effectivement, ça ne concerne que les mutations dans les DOM. Hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte et La Réunion. Effectivement, pour deux départements, deux académies d'outre-mer, pour Mayotte et pour la Guyane, il n'y a pas besoin d'un CIMM pour rentrer, puisque les barres, tout le monde l'a vu, sont assez basses, sont dites moins attractives. Le CIMM, c'est une demande, il y a une annexe à la note de service qui récapitule l'ensemble des éléments qui peuvent être pris en compte pour bénéficier d'une bonification de 1000 points, qui n'est pas rien, c'est une bonification très importante,
sur une académie. On ne peut pas avoir un CIMM sur 2 académies. C'est soit l'une, soit l'autre. On ne peut pas, puisque… Alors, et je corrige, ce n'est pas uniquement la question des originaires dont parlait Dominique, puisque justement, le Centre des intérêts matériels et moraux a été initié et effectué parce qu'il y avait une discrimination qui écartait une partie de gens qui n'étaient pas forcément nés sur le territoire, mais qui avaient grandi, fait leurs études ou avoir une expérience de vie assez longue sur le territoire. Donc, ça… la demande de CIMM, elle se fait au moment aussi de la demande de mutation en apportant tout un tas d'éléments, tout un tas de justificatifs qui figurent sur une liste. Et ce qui est important de dire ici, c'est que contrairement à ce que nous revendiquons depuis de nombreuses années, hein, et compte tenu de la hauteur de cette bonification, nous demandons au ministère que soit mise en place une commission nationale pour décider de l'attribution ou non des CIMM, puisqu'à l'heure actuelle, l'attribution de ces 1000 points se fait en rectorat. Et nous avons pu remarquer que d'un rectorat à l'autre, le regard sur les éléments et les pièces justificatives à fournir et à attester pour bénéficier de cette bonification de 1000 points était tout à fait différent. Et donc, il y a une certaine forme d'inéquité dans le traitement des demandes de CIMM, qu'on soit dans une académie ou dans une autre. C'est pourquoi on continue d'exiger que cette question soit traitée nationalement. On ne désespère pas, il semblerait qu'on nous ait un peu entendu dernièrement au moment des bilans de l'an dernier. Voilà. Merci Polo. Une question peut-être pour Alain. Mes parents sont handicapés. Est-ce que grâce à ça, je peux bénéficier de bonification? Alors non, les demandes au titre du handicap ne concernent pas les ascendants, donc pas les parents, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Par contre, elles concernent l'agent qui demande, son conjoint ou la situation de leur enfant, dès lors qu'il y a la reconnaissance de la RQTH, hein, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, c'est une demande particulière qu'il faut adresser dans la même période de saisie des vœux, c'est-à-dire avant le 7 décembre. Et dès lors que l'agent lui-même est porteur de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il bénéficie de 100 points sur tous les vœux qu'il a émis. Et dans un deuxième temps, il y a une commission qui se réunit et qui décide d'attribuer ou non 1000 points en fonction de la situation et puis de la gravité de la situation, j'ai envie de dire. Et donc, certains collègues auront 1000 points sur une ou plusieurs académies en fonction des intérêts qu'ils doivent faire vivre. Les 100 points et les 1000 points ne se cumulent pas. Et les collègues qui obtiendraient 100 points sur tous leurs vœux, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais en cas d'extension, gardent ces 100 points sur le barème d'extension. Et là aussi, excuse-moi, quand on était dans le cadre d'un mouvement en un seul temps, il y avait une commission nationale qui statuait sur l'obtention des 1000 points. Et maintenant, c'est réglé au niveau des académies avec des pratiques académiques différentes et donc inéquitables puisque les collègues ne sont pas tous traités dans le même cadre. Quand on est stagiaire, donc on est participant obligatoire au mouvement, c'est ce qu'a expliqué Polo tout à l'heure. Si jamais je demande des académies que je n'obtiens pas, comment ça se passe après derrière? C'est-à-dire que je demande la Bretagne, je demande Toulouse, mon barème ne me permet pas de les obtenir. Comment est-ce que je suis traité au niveau national? Eh bien, j'y vais. Donc, quand on est stagiaire, donc on a possibilité de réaliser 30 vœux. Voilà. Alors après, tout dépend de la situation dans laquelle on est. Si je suis stagiaire, par exemple, en rapprochement de conjoints, j'ai tout intérêt à ne formuler que l'académie où se fait valoir le rapprochement de conjoints et les académies limitrophes, ce qui permettra, dans le cadre du traitement, puisque si je ne rentre pas, par exemple, je suis jeune, je demande Rennes, et je n'ai pas, en dehors de mon rapprochement de conjoint, d'une année de séparation éventuelle, je sais que ça ne va pas faire la maille pour rentrer sur Rennes. Par contre, je vais demander en même temps que je demande Rennes, je vais demander l'académie de Normandie, qui est limitrophe de l'académie de Bretagne, et puis je vais demander l'académie de Nantes, qui est l'autre académie limitrophe.
Si je n'obtiens ni l'une ni l'autre, je serai traité en extension, c'est-à-dire sur la base de mon premier vœu, c'est-à-dire le vœu Rennes. Il y a une table d'extension qui a été établie par le ministère qui permet de regarder en fonction de votre barème. Et dans ce cadre-là, si je n'ai formulé que l'académie rapprochement de conjoints et ses académies limitrophes, je serai traité en extension avec le barème intégrant la question du rapprochement de conjoints. Donc, ce n'est pas inintéressant pour pouvoir arriver sur une académie plus proche. Enfin, voilà. Donc, on a tout intérêt à jouer ça. Si je ne souhaite pas, enfin, si je n'ai pas de situation priorité légale, comme le rapprochement de conjoints ou la bonification BOE, hein, obligation d'emploi RQTH, je peux formuler, soit faire le choix de ne formuler que l'académie que je souhaite, au risque de ne pas l'avoir. Et là, du coup, je suis traité en extension également, et avec le barème le plus faible dont je dispose pour l'académie. Voilà. Merci, Polo. Il y a plusieurs questions sur les mouvements, sur les postes spécifiques et les postes POP. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que je demande sur SIAM comme les autres? Est-ce qu'il y a un dossier particulier à déposer? Et surtout, quand est-ce que j'obtiens la réponse? Est-ce qu'on le sait au moment de la phase, à la fin du résultat de la phase inter, ou est-ce qu'on est obligé d'attendre plus tard pour obtenir une réponse sur la validité, sur la bonne réception de la demande et éventuellement du résultat? Les postes POP, c'est comme pour les postes spécifiques nationaux. Il faut effectivement candidater sur SIAM. Les collègues ont la possibilité de formuler 15 vœux. Ils ont en plus à remplir leur CV sur eProf, à formuler une lettre de motivation et éventuellement à prendre contact avec les établissements concernés. Même si nous, on est farouchement opposés à ce recrutement par les chefs d'établissement et les IPR, eh bien, force est de constater que dans la procédure est souvent apprécié le fait que les collègues aient contacté les établissements. Il y aura un traitement en amont du mouvement, mais le résultat sera publié, comme pour le mouvement inter, au 7 mars. Sachant que si les collègues obtiennent un poste SPEN ou POP, eh bien, leur demande à l'inter tombe d'elle-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un ordre d'examen des demandes. C'est SPEN d'abord, POP après, et puis le mouvement inter après. Merci, Alain. Je me permets juste de rebondir sur la question des POP. Puisque l'an dernier, il y avait 199 POP, expérimentation mise en place l'an dernier, 199 postes mis au mouvement, postes à profil, POP. Il s'avère que le bilan est peu fructueux et on a déjà vécu ça dans le passé avec notamment les postes éclairs. Il s'avère que 69 postes sont restés vacants sur les 199 mis au mouvement. Fier de ce bilan, eh bien, écoutez, le ministère a décidé de poursuivre l'expérimentation, puisque c'est un peu la logique d'Emmanuel Macron avec son école marseillaise, ses écoles marseillaises, recrutement local, comme le disait Alain, par les chefs d'établissement, pour mettre en conformité le projet local et le recrutement des personnels, ce à quoi on s'oppose farouchement. Eh bien, écoutez, cette année, on devrait plutôt être près de 280 postes, tout confondus, second degré, cette année. Donc, c'est pour nous effectivement un moyen qui soustrait des postes dont on a besoin à l'inter pour fluidifier le mouvement. Et petite précision, hein, puisque normalement les stagiaires, par exemple, ne pouvaient pas postuler sur un poste POP. Finalement, le ministère l'autorise. Mais ce qui veut dire que s'il souhaite changer d'académie, eh bien, il faudra qu'il attende 3 ans et sinon, il restera titulaire de l'académie dans laquelle il est arrivé. Voilà. Donc, c'est pour nous pas forcément un très bon système. Voilà. 2-3 petites questions qui sont rajoutées sur la mécanique du mouvement. Voilà. Si je veux rester dans la même académie, est-ce que je dois passer par la phase inter? Ah bah, si tu es stagiaire, oui, tu es obligé de formuler un vœu à la phase inter, puisque quand tu es stagiaire, tu n'es titulaire d'aucune académie. Tu as été affecté dans une académie pour y effectuer ton stage. Ensuite, pour y rester, si c'est l'académie que je souhaite, il faut absolument que je la formule. Tout à fait. Il y a beaucoup de collègues qui se posent des questions sur la fluctuation des barres, je pense. Et notamment, il y a une question sur le fait de savoir le nombre de postes
que les recteurs et rectrices vont ouvrir l'année suivante dans leur académie? Moi, je Alors, connais la réponse, mais je voulais vous la poser. non, mais on entend bien la question. Alors, il fut un temps où on avait en toute transparence ces éléments dans les académies. On savait quel calibrage demandait le rectorat. Là, on n'en sait plus rien. Et pour repréciser le propos sur l'Académie de Rennes par rapport justement, comme tu disais, à la fluctuation des barres, nous, on a calculé que l'an dernier, si le recteur avait demandé le nombre de collègues sur le nombre de postes vacants, eh bien, la barre aurait été à 800 et quelques points au lieu d'être à 1349. Donc, encore une fois, grande prudence sur les barres. Ça dépend vraiment du nombre de postes offerts au mouvement inter. Je plus sois l'intervention d'Alain. Avant, quand nous siégions en groupe de travail, notamment en vérification des barèmes et compagnie, et en FMN, qui décidait, enfin qui vérifiait le projet de l'administration, nous avions les calibrages par académie, effectivement. Mais maintenant, pour tout dire, y compris sur les phases de recours, quand nous intervenons sur les recours, c'est des petites… on n'a aucune connaissance du mou, entre guillemets, dont il pourrait disposer, et donc pas connaissance du tout des calibrages. Et comme le dit Alain, c'est la tambouille, et c'est surtout, on le voit bien, les calibrages sont la conséquence de la répartition de la pénurie de recrutement, puisque on ne peut pas satisfaire toutes les académies au regard des besoins qui existent, notamment des départs en retraite, qui sont assez nombreux, on arrive dans le papy boom. Eh bien, les académies n'ont pas assez, même si elles demandaient plus pour certaines, il n'y a pas assez de volume de postes global pour pouvoir répartir équitablement et permettre d'avoir des calibrages importants en académie. Donc, vraiment, la clé, c'est les recrutements. Il y a plusieurs questions sur les REP que j'essaierai de poser après. Pour finir sur ces problèmes-là de mutation. Est-ce que je peux refuser une mutation? Et dans une question qui découle un petit peu de celle-là, est-ce que le STEP peut m'accompagner pour avoir éventuellement une affectation à titre provisoire si je n'obtiens pas de mutation à l'inter ou si j'obtiens une académie qui est vraiment trop éloignée de ce que j'aurais souhaité? Alors, refuser une mutation, dès lors qu'on l'a demandé, alors même si je suis stagiaire, que je suis participant obligatoire, j'ai formulé des vœux ou je n'ai pas formulé ce vœu, mais j'arrive en extension, je dois prendre l'affectation qui m'est attribuée. Sinon, ça s'appelle un abandon de poste et du coup, on prend le risque d'être sanctionné et d'être du coup évincé du corps. Donc, ce n'est pas une chose qu'on peut faire. Par contre, effectivement, tu l'as dit, si je n'étais pas satisfait et si je dispose de certains éléments, puisque l'affectation à titre provisoire est très encadrée, elle n'est pas donnée à tout le monde, puisque ce qui veut dire quand on fait une affectation à titre provisoire, c'est qu'on enlève un calibrage dans l'académie dans laquelle on devait arriver pour la donner à une autre académie. Donc, vous comprenez bien que le ministère ne peut pas non plus jouer à cela, parce qu'il y a aussi la garantie, il faut assurer la présence sur tout le territoire. Donc, l'ATP n'est pas accordée à tout le monde. Par contre, le SNEP peut assister les demandeurs d'ATP dans leur démarche et dans leur demande, et surtout au regard de la situation, leur dire s'il y a une chance ou pas d'obtenir cette affectation à titre provisoire. Petite remarque complémentaire sur l'affectation à titre provisoire. Quand je suis affecté à titre provisoire, je perds l'académie que j'ai obtenue et donc je suis participant obligatoire l'année d'après jusqu'à temps que j'obtienne une affectation à titre définitif. Donc, c'est des fois aussi pas forcément un bon plan parce que ça repousse la perspective d'approcher ou d'arriver là où je souhaitais vraiment arriver. Voilà, notamment quand on est en situation de rapprochement de conjoints. Est-ce que tu peux préciser, Polo, également, quand on fait une mutation, est-ce qu'on perd ses points, tous ses points, une partie de ses points? Alors, quand on fait une mutation, je suis candidat sans priorité légale. Voilà, j'ai juste mon ancienneté de poste, mon ancienneté de service. Je demande l'Académie de Bretagne, j'y arrive avec bonheur. Eh bien, j'ai perdu les points qui sont liés à la question de la stabilité poste. Par contre, je conserve les points qui sont liés à mon ancienneté de service, c'est-à-dire mes points d'échelon. Voilà. Et donc, je repars à zéro. C'est pour ça que la question de la mécanique d'un mouvement en deux temps
est très retors, puisque si j'arrive dans une académie et qu'au final, je passe la barre académique, mais au final, je n'obtiens pas le département ou l'endroit où je veux, ben, je repars quand même en stabilité poste à 0. Ce qui fait que ça peut être compliqué pendant des années après, quoi. C'est ça. On a plusieurs questions sur les collèges REP, politique de la ville, etc. Est-ce que vous pouvez réexpliquer rapidement combien de points sont retenus, au bout de combien d'années, et comment ça se passe éventuellement à l'intra? Alors, je sais que ça dépend de chaque académie, mais est-ce qu'on conserve quand même dans chaque académie des droits à avoir des points quand on vient d'un collège REP? Voilà. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un peu rapidement comment ça se passe? Au niveau de l'inter, les points sont obtenus au bout de 5 ans d'exercice dans un établissement. Donc, c'est 400 points pour les postes REP+, et politique de la ville. Et c'est 200 points pour les postes REP. Voilà, au bout de 5 ans d'exercice. Et puis après, au niveau des intras, eh bien, ça dépend là aussi des barèmes intras décidés par les recteurs. L'Académie de Rennes, par exemple, c'est la moitié des points qui sont repris, donc 200 et 100. Mais ce n'est pas vrai dans toutes les académies. Donc là, du coup, il faut se renseigner au niveau des barèmes intra-académiques pour avoir la réponse sur toutes les académies, et notamment les académies visées, quoi. Merci Alain. Donc oui, on encourage encore une fois à écrire non seulement aux commissaires paritaires nationaux, donc sur l'adresse mutation@snepfsu.net, mais aussi de contacter les commissaires paritaires des différentes académies. Voilà, vous avez sur le site du SNEP une carte de France de tous les commissaires paritaires, et vous pouvez d'ores et déjà vous rapprocher des commissaires paritaires de chaque académie qui vous expliqueront les règles précises dans les académies d'arrivée que vous souhaitez obtenir. Une autre petite question sur les congés formation. Est-ce que ça reporte éventuellement les points? Est-ce qu'on continue à accumuler des points quand on est en congé formation ou pas? Sur quoi? Sur l'éducation prioritaire? Non. Si je demande un congé de formation, est-ce que je continue à bénéficier de mes points? Est-ce que je continue à accumuler les points d'ancienneté de poste, d'années de bonification REP éventuellement, etc.? C'est suspensif. Donc, ce qui est dire que quand je suis en congé de formation, je ne suis pas en service effectif dans mon établissement. Et donc, ça suspend, y compris en éducation prioritaire. Si je suis en éducation prioritaire et que la 3e année, j'obtiens un congé de formation, eh ben, ça suspend d'une année. Donc, en gros, il faut faire 6 ans pour avoir le bénéfice des 5 ans. Voilà. Je fais le point, tac, tac, tac. Ça, c'est posé. Pour demander des rapprochements de conjoints, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu? Est-ce qu'on peut demander l'académie visée, les départements limitrophes des académies? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est important parce que c'est une erreur qui arrive, ça, parfois. Les collègues entendent les académies limitrophes et donc oublient, entre guillemets, de demander l'académie où exerce le conjoint. Donc, en premier vœu, il faut effectivement demander l'académie du conjoint, sa résidence professionnelle ou la résidence privée si elle est compatible avec la résidence professionnelle. Donc, ça concerne notamment toutes les zones frontalières entre des académies. On peut avoir des collègues qui demandent un rapprochement sur résidence professionnelle du conjoint ou sur résidence privée. Et c'est soumis à l'appréciation des rectorats, chose qu'on évaluait et qu'on discutait quand on siégeait dans les instances paritaires. Là, maintenant, c'est le rectorat qui décide si la résidence privée est compatible avec la résidence professionnelle du conjoint. Mais en tout état de cause, il faut bien rappeler aux collègues qu'en vœu 1, même si l'académie paraît inaccessible, là encore une fois, je suis sur Rennes, donc je parle de Rennes. On a un collègue l'an dernier qui donc avait fait le deuil de demander Rennes et demandait en vœu 1 Nantes, pensant qu'il avait les points sur les académies limitrophes. Et donc, il n'a eu aucun point. Donc, c'était assez douloureux. Donc, bien rappeler aux collègues qu'il faut d'abord demander en vœu 1 l'académie de la résidence professionnelle ou privée, puis après les académies limitrophes. Et petite précision, c'est que dans cette demande, quand on demande l'académie dans laquelle réside le conjoint, il faut préciser le numéro de département. Voilà. Une petite question sur le fait d'être stagiaire. On peut être stagiaire prof de PS, on peut être prof de PS et stagiaire agrégé. Est-ce que ce statut de stagiaire agrégé permet d'obtenir les bonifications ou pas? Du tout.
du tout, puisque quand je suis prof de PS et je suis stagiaire agrégé, j'étais titulaire déjà de la fonction publique et donc je ne rentre pas dans le dispositif stagiaire. Voilà, quand je suis agrégé, que ce soit à l'externe ou à l'interne, mais alors que j'étais déjà titulaire. Voilà. Les REP+, je suis dans un établissement REP+, je mute dans une autre académie encore en REP+. Est-ce qu'on considère que ça fait un certain nombre d'années que je suis en REP+, en cumulant les deux, ou alors est-ce que ça recommence à zéro? Même Mélanie dodeline de la tête comme ça. Elle a une bonne connaissance du mouvement. Non, dès lors que j'obtiens une mutation, j'ai perdu mon poste et les droits qui s'y attachaient. Donc, si j'ai fait 5 ans dans un établissement REP+ à Créteil et que j'obtiens un établissement à ma demande REP+ dans l'académie de Montpellier, eh bien, je repars à zéro sur la bonification éducation prioritaire à Montpellier. Voilà. Il en va de même pour l'ancienneté de poste, comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est lié. Ça se cumule dans l'avancement à la classe exceptionnelle, mais pas dans le cadre des mutations. Oui, Alain a tout à fait raison. Ça permet de cumuler pour les 6 ans. Voilà, comme ça, plus vite éligible à la classe exceptionnelle. Et petite précision, parce que la question pour les agrégés, peut-être des collègues mélangent un peu les deux mouvements, ce qui est compréhensible, hein, mais nos collègues agrégés ont des bonifications spécifiques au moment du mouvement intra, sur tout ce qui est vœux attenant au lycée, et qui sont d'ailleurs pas compatibles avec les vœux bonification familiale. Mais voilà, peut-être il y a peut-être ce petit hiatus qui se crée dans la tête des gens. Donc à l'inter, non, mais à l'intra, oui. Une petite question sur Mayotte. Est-ce que le bonus de retour est maintenu pour les collègues titulaires en poste ou pas? Oui, alors la problématique de Mayotte, qui est un territoire, on l'a dit tout à l'heure, magnifique, mais peu attractif parce que les conditions d'exercice sont difficiles, il ne faut pas se le cacher. Hein, c'est des gros établissements, voilà, c'est assez difficile d'y enseigner, mais il faut pouvoir y aller. Mais compte tenu de la difficulté d'exercice et d'attractivité de ce territoire, le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale ont fait le choix d'attribuer une bonification extraordinaire, on va dire, puisque c'est une bonification de 1000 points qui sera valable à partir de 2024, c'est-à-dire ceux qui ont été affectés au mouvement 2019 à Mayotte pourront faire valoir à compter du mouvement inter 2024 cette bonification de 1000 points valable sur l'ensemble des vœux. On voit bien ici la volonté du ministère de tout faire pour que des collègues viennent enseigner à Mayotte, puisque c'est la priorité, ça devient une priorité légale au-dessus de toutes les autres, puisque c'est le seul moment et c'est le seul endroit où on peut bénéficier de 1000 points sur tous ces vœux. En attendant que ce processus soit mis en œuvre, il y a des bonifications au bout de 5 ans, là, avant 2024, qui sont de bonifications de 200 points et 100 points pour la Guyane. Voilà. Ok, je crois que j'ai posé. Alors, il y a des nouvelles questions qui se posent au fur et à mesure. Combien de points rapporte un rapprochement de conjoints? Est-ce que vous avez des rappels des barèmes rapidement? Je rappelle que sur le site du SNEP, il y a un calculateur qui permet de faire les simulations directement. Mais je laisse Polo répondre à la question malgré tout. Voilà, tu as bien fait de le préciser. Oui, il est accessible à tous. Hein. Le SNEP a fait le choix de s'adresser à l'ensemble des collègues parce que nous sommes les élus de la profession et non pas uniquement des syndiqués comme certains pourraient le penser. On s'adresse à tout le monde. Et donc, il y a un calculateur qui fonctionne. Alors, comme le bulletin qui est adressé à tout le bulletin spécial mutation qui est adressé à l'ensemble des stagiaires. Voilà, donc il y a que Mélanie vous montre et une publication spéciale que je vous montre propre au SNEP, 8 pages, plus des éléments comme ceci, je les montre, qui est une carte de France des barres interacadémiques. Donc, il y a pas mal d'éléments sur le site. Pour revenir à ta question, si je ne suis pas séparé, que j'ai juste un rapprochement de conjoint, j'ai droit à 150,2 points de bonification. Dès qu'il y a de la séparation, il y a la première année de séparation 190 points, la deuxième 325, et ça jusqu'à 4 années de séparation, puisque les séparations sont écrêtées à partir de 4 ans.
et avec un maximum de 600 points, qui n'est pas sans poser de problème. Là aussi, on pose des questions sur la limitation à 4 ans, puisqu'on le voit notamment sur l'académie d'Alain, de Rennes, c'est que des collègues en séparation de conjoints depuis 4 ans, et donc au taquet sur les bonifications qu'ils peuvent prétendre, ne peuvent pas rentrer dans l'académie. Donc voilà. Petite précision, Polo, au 150.2 s'ajoutent les 100 points pour académie non limitrophe ou les 50 points pour département non limitrophe d'académie limitrophe. Voilà. Donc 150.2, même on peut rajouter, parce que ça peut être le cas, 100 points par enfant, mais l'éloignement, 100 points pour académie non limitrophe et 50, mais je vois que Polo lève le doigt, et 50 pour 2 départements non limitrophes d'académie limitrophe. Oui, alors ça, c'est une juste remarque d'Alain, mais qui ne sont déclencher ces bonifications pour non-limitrophie académique ou départementale que si on bénéficie d'une année de séparation. Il faut être en séparation pour bénéficier de la bonification pour non-limitrophie. Donc, si je suis, par exemple, on va prendre un exemple concret, je suis pacsé avec mon conjoint qui, lui, prendra un poste uniquement après le 1er mars 2023 dans une académie, on va dire, à Clermont-Ferrand, pour ne pas toujours prendre les mêmes. Il est muté il prendra un poste à partir à Clermont-Ferrand dans le secteur privé le 15 mars. Eh bien, je ne pourrai pas obtenir de bonification pour séparation. Et de fait, puisque je n'ai pas de bonification pour séparation, je n'aurai pas le droit non plus aux bonifications pour non-limitrophie. Voilà. Ce sont des bonifications liées. Voilà, pour tout dire. Être complet sur la question. Alors, il y a une question, je peux y répondre directement. On me demande où sont les bilans intra-académiques des dernières années. Alors, je répète, on peut contacter les commissaires paritaires des différentes académies qui connaissent en règle générale au moins les barres départementales, les barres de ZR, voire les barres de certaines communes lorsque l'administration a pu les donner ou que les commissaires paritaires ont pu les calculer en refaisant le mouvement, ce qui est le cas dans certaines académies. Donc voilà, encore une fois, contactez les commissaires paritaires des académies concernées, vous aurez beaucoup plus d'informations sur l'intra que ici où voilà, on a des commissaires nationaux qui pourront peut-être parler de leur académie, mais difficilement de toutes les académies parce que encore une fois, les règles sont différentes dans toutes les académies et donc ça peut aussi influencer sur les stratégies. C'est toute la difficulté aussi du mouvement en 2 temps. Tu l'as dit, c'est un mouvement inter géré avec une seule règle, entre guillemets, avec les possibilités de distorsion qu'on a pu voir avec le CIMM notamment ou le handicap sur certaines bonifications. Ou l'appréciation de la situation familiale aussi, du conjoint, du lieu de travail du conjoint, enfin tout ça. Et après, il y a 30 circulaires intra qui sont variables en fonction des académies. Donc ça, c'est aussi très problématique. Et comme tu le dis, Dominique, c'est compliqué de se projeter. Donc, il faut vraiment aller creuser et surtout contacter les commissaires paritaires, les élus du SNEP en académie qui ont là aussi l'expertise, la connaissance du fonctionnement du mouvement intralocal et surtout alors des barres. Petite précision, c'est qu'il est de plus en plus difficile de reconstituer, comme tu le dis, certaines académies arrivent avec des petits volumes à essayer de refaire un mouvement pour avoir les éléments, mais il y a des académies, c'est proprement impossible et on a donc le plus grand mal dans beaucoup d'académies à avoir des barres départementales, voire des barres d'établissement très compliquées, c'est-à-dire à combien le lycée de centre-ville qui est très recherché, à combien il est parti, en dehors du fait qu'on puisse connaître la personne qui arrive dessus. Mais voilà, donc contacter les élus et les sections académiques du SNEP en région. Une petite question sur les documents à fournir, sur les rapprochements de conjoints, etc. etc. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu les éléments qui sont reçus et acceptés par l'administration? Oui, on peut. Contrat de travail, du conjoint qui précise la fonction, la rémunération, des fiches de paye, si c'est la résidence privée, des quittances, voilà. Et puis surtout, ce qu'il faut fournir, et c'est pour ça qu'il faut l'anticiper toujours, et c'est pour ça qu'on appelle les collègues à le faire, c'est qu'il faudra fournir, par exemple, pour ceux qui sont mariés, il n'y a pas de problème, on fournit le livret de famille, copie du livret de famille, il n'y a pas de problème. Par contre, si je suis pacsé, il faudra fournir un extrait intégral de l'acte de naissance
sur lequel figure le fait que vous soyez toujours conjoint par le lien du PACS avec la personne vers laquelle vous voulez vous rapprocher. On avait une question sur le fait, je l'ai perdu, sur les disponibilités. Quand je suis en dispo, est-ce que je conserve les points de stabilité que j'ai précédemment acquis? Et quand je suis en dispo, est-ce que je continue à cumuler des points? Ça dépend du type de dispo. C'est-à-dire que disponibilité pour suivre son conjoint et congé parental, on continue à marquer des points de séparation, mais pour moitié par rapport aux gens en activité. Et puis après, donc on continue à marquer des points, oui, pour ces deux types de situations-là. Par contre, il n'y a plus de… Dans le cadre de la stabilité poste, mais quand vous êtes en dispo, vous n'avez plus de stabilité poste puisque vous êtes en dehors de votre poste. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au bout d'un… Alors, l'ancienneté de poste est comptabilisée, c'est-à-dire qu'on comptabilise l'ancienneté de poste acquise avant la dispo. Voilà. Donc, mais sinon, il n'y a que dans le cas qu'a présenté Alain qu'on continue de bénéficier de la séparation, des bonifications minorées pour séparation. Il y a beaucoup de questions qui se posent, donc on ne va pas pouvoir répondre pendant trop longtemps, mais j'invite encore une fois les collègues à envoyer des mails à mutation@snppsu.net pour poser leurs questions. Encore une ou deux, peut-être avant que Mélanie, tu puisses conclure. En tant que néo-titulaire, sans avoir joué ces 10 points de stagiaire la première année, donc quand j'étais stagiaire et que je joue mes points, est-ce que je peux, combien d'années j'ai pour les jouer? Et comment est-ce que je fais pour l'activer sur Siam alors que quand ce n'est pas comptabilisé, notamment pour qu'on puisse ensuite en bénéficier pour l'intra. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ils ont 3 ans pour le jouer, donc 3 mouvements. Et pour le comptabiliser sur Siam, sur eProf, sur la première page du dossier de chacun, il y a 3 onglets, situation administrative, situation personnelle, situation familiale, et les néotites ont un petit onglet à cocher pour valider ces 10 points. Et si ça ne suffit pas, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est important, ils ont jusqu'au 7 décembre pour saisir leurs vœux. Au 8 décembre, ils doivent éditer leur confirmation de demande et corriger en rouge sur cette confirmation de demande toute erreur ou omission qui apparaîtrait sur ce papier-là. Le faire viser par chef d'établissement et le redéposer eux-mêmes sur l'application Colibri avant le 14 décembre, de façon à ce que l'administration puisse commencer son travail de vérification. Donc évidemment, la confirmation de demande et puis assortie des pièces nécessaires. Et donc, après le 14 décembre, l'administration fera son travail de vérification et affichera courant janvier, ça dépend des académies. Pour Rennes, c'est le 13, mais c'est chaque recteur qui fixe sa date d'affichage des barèmes. Eh bien, les barèmes seront affichés de mi-janvier jusqu'au 31 janvier avec une nouvelle possibilité pour les collègues de demander des corrections de barème et de justifier de leur déclaration. Et donc, excuse-moi Dom, j'allais te couper. Et donc, au 31 janvier, sera affiché, et on invite les collègues à retourner voir sur Siam, le barème finalement retenu par l'administration au 31 janvier, puisque c'est le barème qui sera retenu pour le traitement du mouvement inter. Oui, je rebondis sur le propos d'Alain. On a souvent des collègues, et on est confronté chaque année à cette situation, c'est-à-dire que je déclare sur eProf, du coup, il n'y a pas de vérification. Donc, en fait, toutes les bonifications auxquelles je pense avoir droit, elles apparaissent. Donc, je suis content. Et je redépose, mais je ne vais pas vérifier en janvier. Sauf qu'entre les deux, comme l'a dit Alain, l'administration a fait son travail. Et elle peut avoir, elle, eu une appréciation différente de la vôtre. Et donc, c'est pour ça qu'il est indispensable de regarder dès que c'est affiché et de le contester, parce qu'après, il est quasiment impossible de faire modifier un barème après que le barème ait été arrêté le 31 janvier. Donc, vraiment, je ne me contente pas de vérifier, d'éditer, de redéposer sur Colibri, mais je vérifie surtout en janvier que le barème qui m'est attribué est le bon barème et celui auquel je pense avoir droit.
Et vous n'hésitez pas toujours à nous contacter si vous aviez un sujet sur la question du barème ou des vœux. Une dernière question sur les pièces jointes, les pièces de justification à fournir. L'avis d'imposition du PACS, est-ce que ça fonctionne? Et sur les contrats de travail, est-ce que le télétravail fonctionne ou pas? Alors, je vais répondre sur le télétravail. Alors certes, la période Covid a amené un certain nombre de collègues conjoints à exercer en télétravail. L'administration refuse catégoriquement de prendre en compte les situations de télétravail. Les seules situations de télétravail qui pourraient être reconnues, qui pourraient éventuellement être envisagées, c'est des collègues qui ont une journée ou 2 journées de télétravail et qui habitent proche de l'implantation de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, quoi. Voilà. Donc, sinon, le télétravail, c'est niet, car ils estiment que si on est en télétravail, si on exerce complètement en télétravail, le conjoint aurait pu très bien se rapprocher du fonctionnaire demandant la mutation. Donc, voilà les raisons pour lesquelles il n'y aura pas de prise en compte du télétravail. Et la deuxième question, excuse-moi, Dom, puisque… Le PACS, l'attestation d'imposition du PACS, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut la fournir? Alors, on peut fournir normalement, mais le code des impôts, il a évolué, donc c'est pour ça que maintenant, ce qui est demandé essentiellement, c'est l'extrait intégral d'acte de naissance qui tient lieu de pièce justificative, et il doit être récent, ce document. Donc, si certains sont dans cette disposition, il faut vite faire la demande auprès de la mairie où vous êtes né pour obtenir ce document au plus vite. Après, s'il y a un avis d'imposition conjoint, on peut en avoir un, on peut très bien le fournir aussi, mais ça n'exclut pas l'extrait d'acte de naissance. Pour compléter le propos de Polo, le seul cas peut-être où il est intéressant de fournir le dernier avis d'imposition, c'est dans le cas d'un enfant à charge sans lien de parenté sur des collègues pacsés. Là, c'est important que le dernier avis d'imposition figure dans les pièces jointes. C'est juste, tout à fait juste. Donc, on va conclure cette soirée live. Merci à tous les trois, donc Dom pour avoir relayé toutes les questions des collègues, à Apollo et Alain pour leur éclairage qui sont somme toute super importants. Après, si vous êtes comme moi et que vous n'y comprenez pas grand-chose, je ne saurais que vous recommander effectivement d'envoyer des mails aux commissaires paritaires de vos académies et à participer massivement aux stages mutation intra-académiques qui auront certainement lieu dans vos académies au mois de mars, de manière à avoir effectivement des réponses plus précises à vos situations particulières. Et puis, je ne peux que rappeler l'importance de la syndicalisation, puisque Polo l'a dit et Alain aussi, ils répondent à tous les collègues. Hein, on est bien élus des personnels de tous les collègues au SNEP FSU. Par contre, effectivement, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir des moyens, les syndicats ont besoin de syndiquer. Donc, si vous êtes convaincus par le travail et si vous êtes là ce soir, ça doit être le cas, et la qualité des interactions que vous avez avec les représentants du SNEP FSU, apportez votre contribution à ce beau système, à cette bonne équipe qui est le SNEP, de manière à ce qu'on puisse mieux fonctionner. Et donc, je vais laisser la parole à Polo pour conclure. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir participé à ce live. Et comme vous pouvez le voir, on est disponible. L'ensemble des équipes du SNEP sont disponibles. Comme l'a dit Mélanie, rejoindre le SNEP en se syndiquant, c'est important puisque ça nous donne les moyens d'agir. Mais surtout, et on compte sur vous et pour dès le 1er décembre, voter pour la FSU, puisque cette année, on l'a expliqué, vous n'aurez qu'à effectuer des votes FSU. Et donc, le SNEP est partie prenante, est pleinement partie prenante. Votre vote, ce sera le moyen de nous donner la représentativité et la force face à l'administration et surtout aussi nous permettre de disposer des moyens syndicaux pour pouvoir agir au quotidien à vos côtés et vous défendre dans toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés. Voilà, donc du 1er au 8 décembre, je vote SNEP, je clique FSU.
Pour le métier, l'école et le PS, je vote SNEP. Je clique FSU.